Bonjour à toutes et à tous, je suis Simon Ducasse, je suis le délégué général d'Atlansen. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire dédié à la loi énergie-climat et à l'opportunité qu'elle peut présenter pour le développement. J'interviendrai aujourd'hui avec Sophie Glatre, qui est chargée de mission à la DREAL Pays de la Loire, chargée de mission énergie, pardon, Romain Stivala, qui est chef de projet chez Topag, et Christophe Durand, qui est dirigeant de la société Transport Urbain. Aujourd'hui, en termes de programme, si on peut avoir la présentation, ce serait parfait. Donc, on va avoir quatre interventions, pardon. Donc, Sophie va nous parler du cadre réglementaire et des impacts de la loi énergie-climat. Pour ma part, je vous présenterai les opportunités de l'énergie solaire. Et donc, Romain vous présentera l'autre option de la loi énergie-climat que représentent les toitures végétalisées. Et enfin, nous aurons un retour d'expérience de Christophe en fin de présentation. Et nous aurons un cinquième temps qui va durer un quart d'heure sur l'heure. L'objectif, c'est aussi d'avoir des échanges, même si on est trop nombreux pour avoir un format d'échange. Donc, je me ferai le porteur de vos échanges. Et donc, on nous fera un plaisir de répondre à vos questions. Petite introduction sur la plateforme. À droite, vous avez un petit menu chat questions. Donc, le chat va être un peu pour les solutions techniques, les problèmes techniques et les échanges informels. Et vous avez un onglet questions qui vous permettra de poser des questions et nous vous y répondrons dans la dernière partie. Et si jamais on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, on s'engage à répondre à toutes les questions et à faire suivre à tous les participants les réponses aux questions qui n'auront pas été répondues. Voilà, j'en ai terminé pour cette petite introduction et les quelques minutes, le temps que les gens se connectent, et je vais laisser la parole à Sophie pour sa présentation. Sophie, à toi la parole. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, je suis présente aujourd'hui pour vous présenter un cours, une introduction sur la loi énergie-climat. Et j'attends le diaporama qui va se lancer. Donc, je dis un mot d'introduction. Je ne vois pas toujours le diaporama qui s'affiche. Mais donc, je travaille à la DREAL des Pays de la Loire au sein de la mission énergie et changement climatique. Je suis en charge du suivi du développement solaire dans la région. Et donc, voilà. Je ne sais pas si c'est normal que je ne vois pas la présentation. Moi, je la vois, hein, Sophie. Donc, Ah, tu la vois? Ok. Ouais. Très bien. Donc, je déroule. Donc, je vous présente plus particulièrement ce qu'apporte cette loi énergie-climat dans la politique énergétique et dans les changements concrets dans le domaine de la construction des bâtiments. Donc en première partie, la loi énergie-climat, donc elle date de novembre 2019. On le verra, ce n'est pas la première loi consacrée à l'énergie et non plus la dernière. Cependant, cette loi, elle marque des grandes orientations de la France. Elle fixe l'objectif d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 et de répondre à l'urgence écologique et climatique. Je ne vois toujours pas. Donc, ce n'est pas grave, je déroule. L'objectif chiffré de réduction des émissions brutes des gaz à effet de serre inscrit dans le Code de l'énergie, donc suite à cette loi, il devient de diviser au moins par 6 d'ici 2050 nos émissions brutes de gaz à effet de serre par rapport aux émissions de 1990. C'est ce qui était prévu dans l'accord de Paris qui a été pris donc fin 2015 et qui est maintenant inscrit dans le Code de l'énergie. Donc la loi du coup de 2019, elle va au-delà de la loi précédente qui était la loi de 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui fixait un facteur 4. Et aujourd'hui, du coup, l'objectif de neutralité carbone nous introduit un objectif de facteur 6. Donc, il y a
il y a 5 axes d'action dans cette loi énergie-climat qui est assez large dans ses effets. Donc, je donne ces grandes catégories et je me concentrerai sur la catégorie 2. Donc, la première catégorie des actions, c'était de réduire notre dépendance aux énergies fossiles. La deuxième, c'était d'accélérer le développement des énergies renouvelables. La troisième axe d'action de cette loi, c'était de lutter contre les passoires thermiques. Il y avait aussi la diversification de notre mix électrique en réduisant les capacités nucléaires et la création d'outils de pilotage, de gouvernance et d'évaluation de notre politique climat. Donc, si l'objet de notre réunion ce matin, on se concentre sur le développement des énergies renouvelables. Donc, précisément, la loi énergie-climat, elle porte la part des ENR à 33% en objectif pour le mix à 2030, le mix énergétique à 2030. Donc, j'ai montré un petit diagramme qui montre l'objectif de 33% et sur la base des observations statistiques actuellement à 2020, le diagramme présente que l'objectif 2020 était à 23%. Donc, je vous conseille, si vous voulez en savoir plus, de vous référer à l'Observatoire ligérien de la transition écologique qui est THO ou le site des statistiques nationales des énergies renouvelables. Donc, j'ai mis les liens sur ma présentation. Ah oui, un mot pour les Pays de la Loire. Les Pays de la Loire, on avait 14% de part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale en 2016. Et l'objectif dans notre schéma régional climat, air, énergie, qui était adopté en 2014, était de 21%. Donc, pour la suite, il faudra se référer au TRADET qui est en cours de consultation et qui sera adopté vraisemblablement à la fin de l'année 2021. Donc, la loi énergie-climat, je passe à la slide numéro 2, je ne les vois pas, je suis désolée. Elle propose aussi d'accélérer le développement des énergies renouvelables, donc plusieurs mesures concrètes pour cela. Donc, sur le déploiement de l'autoconsommation, il y a un article qui porte sur la gestion par un tiers et l'autoconsommation collective qui a été étendue par cette loi. Il y a surtout l'article 47 qui nous intéresse ce matin, qui est le renfort de l'obligation de l'installation de panneaux solaires sur 30% de la surface de toiture des nouveaux entrepôts et supermarchés de plus de 1000 m² d'emprise au sol. Il y avait aussi la possibilité dérogatoire d'installer des panneaux PV dans les zones PPRT et la simplification d'installer des projets PV sur des délaissés autoroutiers dans l'article 44. Et à noter aussi la simplification pour les procédures d'urbanisme dans les projets sur ombrières. Je dis un mot maintenant sur la PPE. La PPE, elle a été adoptée un peu après la loi énergie-climat. C'est la PPE 2 qui vise les objectifs pour 2018. Elle détaille très concrètement les mesures en place pour l'atteinte de ces objectifs. Donc, j'ai fait un petit extrait, donc le tableau rose de cette PPE, qui détaille les objectifs attendus à 2023 et à 2028 pour la France dans le développement des panneaux solaires pour le cas. Les objectifs en puissance français sont de multiplier de 5 à 6 les puissances installées en 2028 sur le solaire photovoltaïque par rapport aux puissances installées de 2017. Donc, en Pays de la Loire, c'est également approximativement les mêmes coefficients de multiplication qui sont attendus. Et voilà. Donc, pour les effets sur le code de l'urbanisme de cette loi énergie-climat, je passe à l'article L111-18 du code de l'urbanisme, qui donc a été modifié par cet article 47 de la loi énergie-climat. Et donc, ce code de l'urbanisme, il dit maintenant que pour toutes les constructions nouvelles ou les extensions de construction avec une emprise de plus de 1000 m², l'usage pour les bâtiments concernés, ce sont les commerces de détail, les ensembles commerciaux,
les entrepôts, les locaux artisanaux, les locaux industriels et les parcs de stationnement pour les ombrières. Donc, l'usage a été étendu. Et cette entrée en vigueur de cet article du Code de l'urbanisme, c'était le lendemain de la publication de la loi énergie-climat, donc dès le 9 novembre 2019. Donc, je ne vais pas rentrer dans toutes les catégories précisément, mais il faut quand même signaler qu'il y a des dérogations possibles pour ces nouvelles obligations. Dans le cas d'accentuation d'un risque ou de difficultés techniques, dans tous ces cas, il revient au porteur de projet d'apporter les bonnes justifications au service d'instruction, qui est l'autorité en charge de l'instruction urbanisme du permis de construire, pour le coup, pour les bâtiments. Et elle jugera si les dérogations s'appliquent. Il y a aussi des dérogations qui étaient précisées par un arrêté ministériel pour ce qui concerne les installations classées pour la protection de l'environnement, qui détaille un peu mieux les calculs et le type d'installation qui peuvent déroger à ces calculs. Mon dernier slide, ça concerne l'avenir, puisqu'en ce moment, on se discute à l'Assemblée la future loi qui prend du coup la suite de la loi énergie-climat, puisqu'on est bien sur le domaine de l'énergie. C'est la loi énergie et climat et résilience, pardon, la loi climat et résilience. Et elle porte les travaux de la Convention citoyenne pour le climat. Et un article de ce projet de loi discuté en ce moment porte sur justement l'extension de cette obligation d'installer des systèmes de production d'énergie renouvelable ou des toitures végétalisées sur les surfaces commerciales et de porter le seuil de l'emprise au sol des bâtiments assujettis, passer de 1000 m² à 500 m². Donc, c'est actuellement un projet de loi et il est prévu un vote définitif en septembre 2021. Voilà. J'ai maintenant fini ma présentation. Merci Sophie pour la présentation. Désolé pour la petite difficulté, on peut la féliciter de faire la présentation en aveugle sans voir la présentation, mais je pense que normalement les slides ont dû suivre. Du coup, je vais faire la suite de la présentation et voir comment le solaire peut apporter une réponse aux obligations de cette loi énergie-climat. Quelques mots d'abord d'introduction sur Atlansun. Atlansun, c'est le réseau des acteurs qui souhaitent développer l'énergie solaire en Bretagne et en Pays de la Loire, donc à la fois collectivités, entreprises, associations, avec des actions de promotion, centres de ressources, d'information, de vulgarisation, typiquement ce genre d'événement, et je reviendrai sur les outils qu'on peut mettre en place. Aujourd'hui, Atlansun regroupe plus de 160 membres, à la fois entreprises et collectivités, et son président est Olivier Loiseau, qui est le directeur de Vendée Énergie. Du coup, afin de rentrer un peu dans le concret du solaire, je voulais vous faire part d'un cas d'école qui est réel. C'est des cas qu'on peut voir apparaître. Je vais prendre le cas d'un bâtiment industriel de 1800 m². Du coup, il a une obligation de 550 m², ce qui, grosso modo, en termes de puissance énergétique, de puissance photovoltaïque, pardon, correspond à 110 kg. L'obligation, c'est d'installer ces 110 kg. Ça va coûter à peu près 75 000 € en termes, voilà, juste le système solaire hors raccordement, un coût de production de 5 centimes environ, si on tient compte que de système, donc économiquement, ça peut être intéressant. Par contre, aujourd'hui, les dispositifs de valorisation de cette énergie ne sont pas adaptés à cette centrale. Aujourd'hui, on a une limite à 100 kg. Et du coup, on peut pas bénéficier de tarifs d'achat, et on est dans la tranche basse d'un appel d'offres, et du coup, on aurait du mal à être lauréat d'un appel d'offres. Donc, on pourrait dire, il y a pas de solution, pour mettre du solaire. Et en fait, c'est vraiment la mauvaise façon de penser. Il faut avoir l'opportunité de se dire, je suis obligé de mettre 30%, mais j'ai l'opportunité d'en mettre beaucoup plus. Et si j'en mets plus,
je peux aller jusqu'à un seuil technique que j'ai pris au hasard sans faire d'études de faisabilité, hein. Mais un seuil qui est un seuil technique de 250 kg qui va permettre de rester en basse tension. Ça va coûter 190 000 €, forcément plus que les 110 kg du dessus. Mais par contre, on va pouvoir être lauréat des appels d'offres. Il y a de nombreux lauréats sur ces tranches de puissance. Et donc, du coup, on va avoir qu'on a d'opportunités de répondre à ça. Et vous pourrez me dire, ouais, mais du coup, il faut sortir 200 000 € en plus. Mais on va voir un peu dans la présentation qu'il y a des opportunités justement pour se faire accompagner et transformer ce coût en opportunité pour le chef d'entreprise. Après ce petit focus un petit peu de prise de hauteur sur le solaire, hein, ce qu'il faut comprendre, c'est un slide qu'on voit depuis longtemps, mais en gros, le prix de l'électricité augmente, les coûts de production des ENR, donc il y a baisse, pardon, et il y a différentes solutions pour faire du photovoltaïque. Il y a différents modèles d'affaires. Traditionnellement, on avait la vente qui était un système accompagné. Aujourd'hui, on a la possibilité de faire de la vente, toujours, mais aussi de faire de l'autoconsommation ou de la vente de surplus. Donc, il y a plein de solutions économiques, je ne parle pas de technique, mais vraiment économiques, qui correspondent à l'environnement et aux contraintes du contexte. Ce qu'il faut voir, dans le photovoltaïque, on a aussi différents usages du photovoltaïque. On a les toitures historiques, et là, on est en plein dans la loi énergie-climat. On a aussi les ombrières, parce qu'on va avoir, des opportunités aussi sur les stationnements. On va bénéficier, on va capitaliser sur les zones déjà artificialisées. J'ai grisé le troisième usage qui est les solutions au sol pour ne pas qui ne rentrent pas dans le cadre de cette loi énergie-climat, mais qu'on pourrait utiliser aussi. Petite parenthèse, on va parler beaucoup de photovoltaïque dans cette présentation, mais sur le solaire thermique. Atlansun, c'est un réseau du solaire photovoltaïque et thermique. Donc il faut bien se rappeler que le solaire thermique répond aussi aux enjeux de la loi énergie-climat, qui va produire plus d'énergie au mètre carré par an que le photovoltaïque, alors de l'énergie thermique, pas de l'énergie électrique, et que du coup, cette énergie, c'est de l'autoconsommation avec du stockage, mais par contre, sans possibilité de vente, parce qu'il n'y a pas les mêmes réseaux de distribution de chaleur qu'on a de distribution d'électricité. Donc clairement, si vous avez un usage de consommation d'eau chaude, en particulier en été, n'oubliez pas d'étudier le solaire thermique, ça vous permet aussi de répondre aux enjeux de la loi énergie-climat. Et clairement, il y a un accompagnement qui est présent en Pays de la Loire et en Bretagne sur ces sujets-là. Rapprochez-vous des démarches territoriales et vous pouvez retrouver les coordonnées sur notre site, donc des cotères en Pays de la Loire et des cotes ENR en Bretagne. Et ensuite, il y a des modalités d'accompagnement de l'ADEME à la fois sur les études et sur les investissements. Et sachez, chose qu'on a tendance à ne pas connaître, que le tiers investissement est possible aussi en solaire thermique, c'est-à-dire qu'il y a des opérateurs qui vont investir et vous n'avez pas à investir et qui vont vous vendre de la chaleur. Petit cas d'étude pour qu'on comprenne bien la portée et les grandes masses qui sont en jeu. Un bâtiment de 1000 m², donc avec une obligation de 300 m² de capteurs, pourrait produire de quoi chauffer 2500 m³ de chaude à 60 degrés. Donc, si vous avez un bâtiment de 1000 m² que vous consommez plus de 2500 m³ de chaude par an, en particulier l'été, n'hésitez pas à réfléchir à étudier le solaire thermique aussi. Bien entendu, les deux solutions sont complémentaires pour installer du solaire thermique et du photovoltaïque. Fin de la parenthèse sur le solaire thermique, je reviens au photovoltaïque pour vous dire que on parlait tout à l'heure de coûts d'investissement. Des fois, les chefs d'entreprise, et Christophe nous en reparlera sûrement tout à l'heure, ils vont investir, ils ont une capacité d'investissement, ils vont investir dans leur outil de production, dans leur bâtiment. Ils n'ont pas forcément la capacité d'investissement nécessaire pour investir dans le photovoltaïque. Et du coup, sachez qu'il y a des investisseurs spécialisés qui, eux, cherchent des solutions d'investissement. Et du coup, on va pouvoir matcher un besoin d'installer du photovoltaïque pour le chef d'entreprise et une envie d'un développeur économique et d'investisseur pour investir dans
dans une centrale. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les modèles, mais ce qui est important, c'est que tous les modèles s'adaptent à toutes les situations qu'on peut rencontrer. Si vous voulez investir, si vous ne voulez pas investir, si vous ne voulez pas investir, que vous consommez ou que vous ne consommez pas, il y a des modèles qui permettent soit de la location, soit de l'hébergement de centrales. Et vous retrouvez tous ces détails sur nos sites. Donc là, on est en vente. Et on peut aussi faire la même chose en autoconsommation, avec de la vente de surplus si on souhaite investir. Et si on ne souhaite pas investir, on peut faire de l'autoconsommation ou du tiers investissement en autoconsommation. Ce qu'il faut voir, c'est que la loi énergie-climat n'impose pas de modalités de vente. Donc, toutes les modalités de vente et tous les modèles d'affaires sont éligibles à la loi énergie-climat. Et du coup, c'est après à voir, il faut se raccompagner par des bureaux d'études, par des développeurs spécialisés qui, eux, vont vous trouver la meilleure solution, vous préconiser la meilleure solution en fonction de vos contraintes et de vos spécificités. En termes de mécanismes de soutien, on entend souvent dire il n'y a plus d'aide pour le photovoltaïque. Non, moi je porte en faux. Il y a des aides pour le photovoltaïque, c'est les mécanismes de soutien qui sont mis en place par l'État. On les connaît bien, c'est le tarif d'achat, c'est les appels d'offres. Il ne faut pas oublier que ce sont des aides d'État et donc il y a un accompagnement pour faire du photovoltaïque. Aujourd'hui, on a deux grands mécanismes d'accompagnement que sont le tarif d'achat, donc qui est un guichet ouvert, c'est-à-dire que tout le monde peut bénéficier du même tarif, donc c'est plus simple, il n'y a pas à candidater, il n'y a pas de concurrence entre les projets. Par contre, la contrainte, c'est qu'aujourd'hui, cette barrière, ce tarif est ouvert jusqu'à 100 kg, ce qui représente une puissance de 500 mètres carrés. Et du coup, si on fait un ratio sur les 30%, les bâtiments jusqu'à 1650 mètres carrés. Au-delà de cette limite-là, on a des appels d'offres où là, on va beaucoup plus loin, on peut aller jusqu'à 8 mégas de centrales, ça fait des bâtiments de 130 000 mètres carrés. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui soient de cette taille-là, mais pourquoi pas. Et là, par contre, on va être dans des concurrences au niveau national sur les porteurs de projets, et c'est plus compliqué à être lauréat de ces dispositifs. Donc ça, c'est le mécanisme actuel. Sophie parlait de la loi climat-résilience. Dans le solaire aussi, ça évolue. Il va y avoir de nouvelles opportunités. Et en particulier, cet arrêté tarifaire, il va évoluer et le seuil va être augmenté à 500 kW crête, soit des centrales solaires de 2500 mètres carrés, si on prend le même ratio des bâtiments jusqu'à 8000 mètres carrés. Donc clairement, on peut se dire, voilà, tous les bâtiments en dessous de 8000 mètres carrés pourront bénéficier de cet arrêté tarifaire et qui sera donc plus simple à monter, avec une volonté du régulateur et des ministères de favoriser l'autoconsommation. Donc on pourra faire encore plus simplement en milieu industriel, parce qu'il y avait certains cas qui n'étaient pas spécifiques, qui n'étaient pas forcément adaptés, on consommait du lundi au vendredi et on ne consommait pas le week-end. Donc là, ça va être plus adapté. Donc on va avoir aussi une possibilité de changer de mode de valorisation, ce qui n'était pas le cas. Donc du coup, on pourra passer de la vente totale à de la vente de surplus en fonction de la vie du bâtiment. Si vous déménagez, s'il n'y a pas d'activité ou il y a une activité, on aura ça. Et le tiers investissement, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, du fait de ne pas apporter l'investissement, on pourra le faire, ça sera plus simple parce qu'on pourra le faire en vente de surplus. Mais n'hésitez pas à revenir vers nous, on publiera des informations quand ce nouvel arrêté tarifaire sortira. Et je ne peux pas vous dire quand il sortira, il a été notifié à la Commission européenne, on est en attente d'informations. Il y a quand même quelques points d'attention qu'il faut traiter, qu'on nous relève, qu'on nous ramène régulièrement. Et là, les entreprises de la filière et les membres d'Attention pourront vous accompagner. Il y a le volet assurance, et assurance avec un S, parce qu'il y a deux sujets sur l'assurance. Il y a l'assurance des produits photovoltaïques et les entreprises qui les posent. Et là, il faut bien valider que les produits soient certifiés et que le trio système d'étanchéité, système de fixation et système de production soit certifié et soit reconnu par les assureurs, mais aussi l'articulation entre l'assurance du bâtiment et l'assurance photovoltaïque. Et aujourd'hui, on a des membres chez Atlansen, des assureurs et des courtiers d'assurance qui pourront vous accompagner pour faire le lien sur tout ce sujet assurance. On nous porte aussi les sujets incendie en disant que les pompiers n'interviennent pas sur les centrales photovoltaïques.
c'est complètement faux. Il y a des guides qui ont été faits au niveau national. Il y a des guides d'intervention qui sont faits par les SDIS, donc les centres départementaux d'incendie et de secours, justement sur les interventions. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les professionnels de la filière connaissent ces guides d'intervention et voilà, ils vont faire le lien entre les solutions techniques et les attentes des pompiers. Pour aller plus loin, qu'est-ce qu'on peut vous dire? En fait, ce webinaire, c'est aussi la version imagée d'un guide qui a été rédigé par l'ensemble des acteurs d'Atlansen, que vous allez pouvoir retrouver sur notre site et en téléchargement. Vous allez retrouver toutes les informations qu'on va vous dire, les petits schémas pour comprendre qui est assujetti, quelle puissance rentre dans le sujet ou pas. Et sachez que pour ceux qui sont intéressés, on va continuer les échanges sur les ICPE. C'est un sujet à part entière. Nous, on a pris chez Atlansen, on a fait le choix de faire des webinaires courts où on traite pas l'ensemble des sujets, on génère peut-être de la frustration. Mais voilà, sachez que sur les ICPE, on va continuer à travailler dessus et on fera peut-être un webinaire prochainement. Je vous remercie de votre attention et je vais maintenant laisser la parole à Romain qui va vous parler des solutions, l'autre opportunité de la loi Climat, que sont les toitures végétalisées. Merci Simon. Donc, pour ma part, la présentation se fera donc sur la végétalisation des toits. Donc, je travaille au sein de la société Topager, qui est spécialisée dans la végétalisation urbaine et en particulier des toits. Et l'objectif de mon intervention va être de présenter dans les grandes lignes la végétalisation des toits, qui peut être un peu méconnue et qui est l'un des volets possibles de la loi énergie-climat. Pour faire un bref historique, l'histoire de la végétalisation du bâti n'est pas nouvelle. Elle existe depuis des millénaires. Les premières traces remontent auprès du néolithique. Et plus proche de nous, on connaît tous l'existence des jardins de Babylone. Et avant cette époque-là et jusqu'à nos jours, on sait que de nombreux habitats traditionnels à travers le monde ont été végétalisés pour des raisons de performance thermique augmentée, d'accroissement de l'étanchéité et de résistance aux éléments. Si les principes de ces conceptions de ces habitats ont été conservés, il y a une forte amélioration dans les techniques avec l'avènement de tous les nouveaux matériaux qui sont apparus au XXe siècle. Je parle notamment des membranes d'étanchéité, de l'apparition du béton et de l'allègement des matériaux utilisés pour constituer les substrats notamment. Et la végétalisation aujourd'hui telle qu'on la connaît se distingue en 3 grandes catégories. Donc, il va y avoir la végétalisation à strate végétale basse, à intermédiaire et haute, qui correspondent aux appellations qu'on connaît mieux, extensives, semi-intensives et intensives. Les plus connues, qui sont les toitures dites extensives, sont celles qu'on retrouve un peu partout, qui peuvent s'appliquer sur une très large gamme de bâtiments, qui soient industriels, particuliers, publics, privés, parce que ce sont des toitures légères. L'épaisseur de substrat est assez faible. Les végétaux qui s'y développent sont souvent composés de petits sédums, de quelques graminées, des bulbes. Elles sont faciles à mettre en place et nécessitent un entretien relativement faible. Ce sont les plus courantes. On distingue également les toitures dites semi-intensives, qui sont des toitures intermédiaires, dont l'épaisseur de substrat est un peu plus importante que les précédentes. La végétation est un peu plus diversifiée aussi. Et on peut y installer des arbustes, des graminées et une palette de végétaux à la croissance plus importante. On peut envisager, à partir de ce type de projet, des projets comestibles d'agriculture urbaine. Et enfin, la dernière appellation sont les toitures dites intensives qui, là, permettent un large panel de projets. Ce sont des toitures jardins, généralement, à strate végétale beaucoup plus diversifiée, qui peut aller jusqu'aux arbres, aux arbustes, parce que l'épaisseur de substrat est bien plus importante. Il faut savoir que l'entretien sur ces toitures-là est plus élevé, évidemment. Les avantages qu'on peut retirer de ces toitures végétalisées sont extrêmement nombreux, très documentés aujourd'hui. Et le troisième point dont je voulais parler, ce sont ces services qu'on appelle les services écosystémiques rendus par ces toitures. Alors, on peut définir de manière assez succincte les services écosystémiques comme étant les biens et les services que les hommes peuvent tirer de ces écosystèmes-là, directement ou indirectement, pour assurer leur bien-être, la production de nourriture quand c'est le cas, l'amélioration de la qualité de l'eau, de l'air et bien globalement l'espace de vie.
C'est un peu une manière de quantifier des services rendus par la végétalisation du bâti. On peut y mettre parfois une valeur sur certains des éléments. Je prends notamment comme exemple la protection de l'étanchéité, que le couvert végétal va augmenter très nettement, voire doubler en termes de durabilité dans la plupart des cas. L'un des autres bénéfices, alors je ne pourrais pas tous vous les présenter évidemment, mais on peut parler de la gestion des eaux d'orage. Aujourd'hui, avec l'imperméabilisation des sols, on sait que c'est une problématique inhérente au milieu urbain. Les toitures végétalisées ont cet effet de pouvoir servir d'éponge et de retardateur, de rétenteur du relargage de ces eaux. Et on peut calculer des abacs d'abattement qui permettent de quantifier un peu cette valeur que vont apporter les toitures. Un autre service que peuvent rendre ces toitures, c'est la diminution de l'effet d'îlot de chaleur. Alors aujourd'hui, c'est plus dur de le quantifier, mais en tout cas, c'est beaucoup plus facile de le ressentir dans les périodes estivales à forte chaleur. On sait que le phénomène d'évapotranspiration inhérent aux végétaux va permettre de réduire de plusieurs degrés la proximité de l'environnement d'une toiture et aussi agir comme un accroissant performance thermique sur le bâtiment dans les étages inférieurs. Il y a d'autres effets dont on pourra rediscuter plus tard. Les points importants déterminants à prendre en compte dans un projet sont évidemment assez nombreux. Parmi eux, on peut distinguer 3 grandes catégories, notamment le nerf de la guerre, ça va être la charge du bâtiment. La charge du bâtiment, quel type de charge il peut encaisser? Alors, on distingue 3 types de charges. Les charges permanentes, qui sont des charges immobiles, les charges d'exploitation, qui sont des charges ponctuelles, le travailleur, le mobilier, et les charges climatiques. Les autres points qu'il va falloir prendre en compte dans un projet, c'est la sécurisation et l'accessibilité de ces toitures. Des escaliers, des échelles à crinoline, des garde-corps et des lignes de vie pour garantir la sécurité des intervenants. Et enfin, l'entretien qui est essentiel à la pérennité d'un projet. Durant les épisodes de sécheresse, il faut pouvoir gérer l'irrigation, contrôler les équipements techniques, des relevés d'étanchéité, les CTA, et évidemment gérer l'évacuation des eaux pluviales. Pour parler un peu de notre activité, nous, chez Topager, c'est ce qu'on fait. On gère des projets dans leur intégralité. On sait concevoir un projet de la première phase architecturale jusqu'à sa phase de conception finale. Puis ensuite, on passe aussi, on a un pôle dans notre bureau d'études qui nous permet de gérer tout ça, dont je fais partie. On a également un secteur de réalisation qui nous permet de réaliser des travaux de projets qu'on a conçus, mais pas seulement, et donc de pouvoir connaître ces projets sur le bout des doigts. On a également un secteur d'entretien, d'animation et de maintenance de tous ces projets qu'on a pu concevoir et réaliser, qui nous permet donc de garder un projet au long cours sur toute sa durée de vie et bien après. On travaille également sur un secteur de R&D, d'innovation, en partenariat avec le Muséum d'histoire naturelle, puisqu'on a des chercheurs associés qui travaillent chez Topager. Et donc, ça nous permet d'avoir un regard sur la biodiversité, parce que je n'en ai pas parlé, mais c'est l'un des facteurs aussi principaux de ces toitures. On travaille également avec des organismes comme l'ADEME et Planticité. Et ça nous permet de pouvoir proposer une gamme de projets diversifiés qui peuvent être intéressants dans ce cadre d'incitation à la végétalisation des toitures, l'agriculture professionnelle, non professionnelle, des toits et jardins paysagers, biodiversité, mais également de la végétalisation verticale. Merci de votre attention à tous. Merci Romain pour ce panorama rapide des opportunités des toitures végétalisées. Sur le dernier temps, je vais laisser Christophe, que je remercie pour sa présence, nous parler un peu de son retour d'expérience, de où est-ce qu'il en est dans ses projets, puis je vais lui laisser la parole. À toi Christophe. Bonjour à tous. Alors, moi je m'appelle Christophe Durand, je suis avant tout co-dirigeant de la société Transport Urgent. Nous avons une vingtaine d'années d'expérience, une cinquantaine de salariés. On est spécialisé dans le transport et la logistique. Je suis également président délégué de la CPME 44 et j'anime la commission énergie. Alors, c'est pas anodin le fait que j'anime la commission énergie au sein de la CPME parce que
il y a 3 ans, je me suis posé la question en me disant pourquoi pas équiper mon bâtiment actuel en panneaux photovoltaïques. Alors, ça a été un cheminement pas simple, à vrai dire. En fait, ce bâtiment a environ 7 ans. Il y a 7 ans, on n'avait pas véritablement la vision qu'on a aujourd'hui de notre métier. On avait peut-être un petit peu moins la fibre environnementale et écologique que nous avons aujourd'hui. Alors, je dis nous parce que je co-dirige, j'ai un associé. Donc, il y a 3 ans, changement de braquet, on se dit, tiens, pourquoi pas équiper notre bâtiment en panneaux photovoltaïques. À l'époque, je ne connaissais pas Atlanson. On me donne 1 ou 2 constructeurs, alors pas constructeurs, mais vendeurs et poseurs de panneaux photovoltaïques. Et là, je fais face finalement à une problématique, c'est que l'architecte qui nous a très bien construit le bâtiment freine des cas de fer en disant implanter du panneau sur la toiture que je t'ai construite, je suis pas très chaude parce qu'on va toucher à la structure, etc. Chemin faisant, les fabricants et puis poseurs de panneaux se retrouvent finalement dans une impasse. Donc, j'ai vécu une petite année, parce qu'on n'a pas que ça, entre guillemets, à faire quand on est entrepreneur. J'ai vécu une petite année un petit peu ballotté à droite à gauche, me retrouvant finalement toujours dans mon centre sans véritablement de réponse, pour m'apercevoir finalement que c'est vrai qu'implanter des PV sur une toiture existante, c'est plutôt assez complexe, il y a des descentes de charges à respecter, ce qui n'est pas forcément prévu initialement, etc. etc. Durant cette démarche, ensuite, dans un deuxième temps, je rencontre Atlanson, où là, je m'aperçois qu'il y a une vraie filière dans la région qui est organisée entre des bureaux d'études en amont, des fournisseurs de matériel, des sociétés de montage, etc., etc. Et là, je m'aperçois qu'il y a une vraie filière qui peut véritablement nous accompagner dans cette démarche-là. Pour nous, transporteurs, le fait d'installer des panneaux photovoltaïques, ça a un véritable enjeu. Aujourd'hui, on le voit depuis 1 an ou 2, les pouvoirs publics européens, mondiaux, s'orientent vraiment sur la voiture électrique, ce qui n'était pas forcément une réalité encore il y a 2-3 ans. Là, on le voit, tout le monde s'engouffre dans la filière. Donc, on peut supposer que demain, nous, transporteurs, on ait des véhicules poids lourds à l'électrique. Qui dit véhicule poids lourd électrique, il va falloir recharger. D'où l'intérêt, finalement, d'équiper des toitures de photovoltaïque en photovoltaïque pour des structures comme la mienne. Donc, voilà un petit peu la démarche. L'enjeu chez nous est quand même très important. L'enjeu étant très important, nous avons aujourd'hui un second projet de construction Sud-Loire, parce qu'aujourd'hui on est installé à Saint-Herblain, Nord-Loire, et on a ce projet Sud-Loire donc qui ravive finalement cette volonté de mettre en place des panneaux photovoltaïques sur ce projet. Alors ce projet concrètement, c'est environ 2000 m² d'entrepôt logistique qu'on souhaiterait équiper en panneaux photovoltaïques pour alimenter peut-être demain une flotte de véhicules électriques avec tout le dispositif qui va avec. Alors, dans un premier temps, fatalement, comme on n'a pas de véhicule électrique, on passerait sur certainement de la vente totale. Et puis, en phase 2, si on s'aperçoit effectivement que la filière poids lourd électrique prend pied, et bien à ce moment-là, on passerait sur une consommation, sur l'autoconsommation. Chemin faisant, heureusement, Atlanson, là, pour le coup, nous accompagne, nous explique qu'il serait intéressant de se faire accompagner. Alors, pour le coup, j'ai choisi un axe et une stratégie bien différente aujourd'hui, qui est de se faire accompagner par un des partenaires d'Atlanson, un des membres, qui s'appelle Acajoule, un bureau d'études, finalement, qui va prendre en charge le projet de A à Z. C'est-à-dire qu'il va nous accompagner dans la réflexion avant la construction du bâtiment. Et donc ça, c'est très important parce que du coup, on va imaginer le bâtiment avec cette contrainte, avec cette architecture qui va venir se poser dessus. Donc ça, c'est très important. Nous, en plus, on veut ce bâtiment écologique, donc photovoltaïque, forcément, récupération d'eau pluviale,
équipé de vergers, etc. Et donc, du coup, ce bureau d'études va nous accompagner dans cette démarche pour organiser finalement tout cet accompagnement. Et donc, ils vont nous réaliser l'étude, ils vont dialoguer avec l'architecte, donner des éléments chiffrés à l'architecte, puisque aujourd'hui, on peut très bien avoir finalement des architectes de qualité, mais pas franchement sensibilisés à toute cette approche photovoltaïque. Donc, pour nous, le fait de se faire accompagner par Cajoule, ça va permettre de baliser finalement cette démarche qu'on veut absolument concrétiser dans l'étude, diagnostic et réalisation également, puisqu'ils vont nous accompagner jusqu'à la mise en service de cette petite centrale photovoltaïque. Voilà, en sachant que, bon an, mal an, sur une structure d'environ 2000 m² au sol, entre les skydomes, les équipements en toiture, si on arrive à mettre entre 1000 et 1200 m², ça sera plutôt très bien. Voilà un petit peu mon histoire. Je trouvais ça très intéressant de vous faire partager parce que je suis avant tout un chef d'entreprise qui a une boutique à faire tourner, dont c'est pas le métier d'implanter des panneaux photovoltaïques. Et le fait de trouver des partenaires capables de vous accompagner, franchement, ça change tout le projet parce que tous les doutes sont levés, toutes les questions auxquelles on peut avoir, on a des réponses et ça, c'est plutôt très intéressant et sécurisant. Voilà un petit peu ma démarche. Soyez libre aussi de me contacter à l'avenir, chacun individuellement, parce que je suis très intéressé d'échanger avec d'autres entrepreneurs parce qu'on se pose toujours tout un tas de questions sur ce type d'équipement qui n'est plus exotique parce que c'est une réalité aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup Christophe pour ton intervention. On va passer au temps des questions-réponses. On a quelques questions qui sont arrivées. Je vais commencer un peu dans le désordre, mais c'est pas grave. Justement, Christophe, il y a une question la question est la suivante. Comment avez-vous fait pour équiper de panneaux solaires votre bâtiment, sachant que la structure n'était pas suffisante? Alors, pour le bâtiment existant, on n'y est pas allé. On n'y est pas allé parce que très vite est arrivé ensuite ce projet du bâtiment 2. Et donc, le bâtiment actuel, aujourd'hui, on n'y a rien fait. On n'y a rien fait et on commence à travailler avec Acajou sur justement le bâtiment 2. Il faut savoir que c'est pas simple d'équiper de l'existant, comme je le disais, parce que il y a des descentes de charges qui n'étaient pas forcément prévues à la base, puisqu'un architecte, quand il imagine un bâtiment, il va prévoir les descentes de charges sans PV forcément, et c'est vrai que c'est pas simple. Alors, je dis pas que c'est pas réalisable. Nous, économiquement parlant, ça nous semblait hasardeux. Cela dit, on n'est pas allé au bout. On n'a pas fait intervenir des bureaux d'études comme Acajou, par exemple, sur cette démarche-là. Donc, j'avoue qu'on n'est pas allé au bout du bout parce qu'on n'avait pas la méthode et on a très vite basculé sur le projet numéro 2 où là, pour le coup, dès lors qu'on fait construire, c'est plus facile finalement de mettre ça en œuvre au moment de la construction. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir, Christophe, c'est que le photovoltaïque, si on le rajoute comme un dispositif sur un bâtiment existant, c'est quand même beaucoup plus compliqué que si on l'intègre en conception dès les phases initiales, quitte à se dire, oui, peut-être que en phase 1, je mets 30% ou 40% de toiture, en phase 2, je passe en autoconsommation, et en phase 3, je mettrai 100%, donc je prévois 100% de capacité. Donc vraiment, c'est ça qu'il faut. Je vais citer Laurent Duguay de Nantes Métropole qui disait, en gros, le message à faire passer, c'est que le solaire, c'est un lot à part entière, c'est pas un sujet optionnel, c'est un sujet du bâtiment industriel. Absolument. Autre question pour Sophie, je vais te la poser parce que je pense que tu as la réponse, mais quelle est la règle précise pour calculer la surface occupée par le PV dans le cadre de cette obligation des 30%? Je n'ai pas vu la question, pardon. C'est les dernières. Voilà, en gros, comment on calcule sa surface de 30%? Quelle est la surface de la centrale photovoltaïque qui rentre en compte?
Ok, donc je me substitue pas au service instructeur, mais la surface de la toiture, on ne sait pas si… on prend la surface de la toiture et on applique les 30%. Alors, il y a des petits cas particuliers d'impossibilité technique qu'on entend très bien. Et il y a aussi, pour le cas particulier des ICE, mais c'est valable pour tous les autres bâtiments, lorsqu'on a des dispositifs de sécurité en toiture, on les retire avant d'appliquer la règle des 30%. Et en complément de Sophie, hein, les 30% de la surface photovoltaïque, ce qui compte, c'est uniquement la surface des modules. Des modules ou des capteurs si on fait du thermique ou de la toiture végétalisée, mais c'est plus simple. Mais vraiment, les cheminements qu'il y aurait entre les modules ne rentrent pas en compte dans le calcul des 30%. Tout à donc fait. Et 30%, c'est un minimum. Voilà, et c'est vraiment la surface des modules et pas la surface de la centrale avec des cheminements, des passages d'hommes, etc. Non, les modules. Je fais la question suivante. Alors, dans le cas d'une solution en location de la toiture avec un investisseur, quels conseils donnerez-vous, à qui s'adresser, quels sont les partenaires possibles? Dans le guide qu'on vous a mis en place, on a fait en fait, il est en 3 parties. Il y a une partie sur l'explication du cadre réglementaire, la deuxième partie sur les solutions solaires. On ne parle pas de toiture végétalisée, hein, c'est un guide à Atlansen, mais on a voulu quand même faire intervenir Romain aujourd'hui. Et la troisième partie, c'est quels sont les partenaires qui peuvent vous accompagner en Pays de la Loire et en Bretagne. C'est-à-dire que vous allez avoir, en fonction de la taille de la solution et des modèles d'affaires, les interlocuteurs que vous allez pouvoir sélectionner, qui sont membres d'Advansen, que vous allez pouvoir mobiliser. Et après, quel conseil à donner? C'est un peu ce qu'a dit Christophe, il faut se faire accompagner. Le solaire, c'est un sujet qui est spécifique, donc faites-vous accompagner par des professionnels. Et pareil, dans le guide, vous avez l'ensemble des bureaux d'études qui pourront vous accompagner. Une question autour du couplage PV toiture végétalisée. Romain, je vais te laisser y répondre. Peut-on poser du PV et faire une toiture végétalisée sur un bâtiment? Si oui, y a-t-il des contraintes d'espacement entre les deux pour éviter les interactions négatives entre les deux? Alors, les cas de synergie de photovoltaïque et de toiture végétalisée sont nombreux parce qu'ils agissent vraiment bénéfiquement l'un pour l'autre. Ça existe, on en met en place, nous, on travaille dessus. Donc, pour l'espacement entre les panneaux, ça, c'est le bureau d'études photovoltaïque qui saura régler ce problème-là. Il y a des espacements à prendre en compte, que ce soit en hauteur ou en largeur, bien évidemment. L'avantage d'une toiture végétalisée sur le panneau photovoltaïque est qu'il va pouvoir rafraîchir la surface juste au-dessus. La couche végétale va rafraîchir la surface juste au-dessus d'elle. Le panneau photovoltaïque va créer des zones d'ombre, donc de dessèchement inférieur. Il va y avoir également des sujets sur la captation de l'eau qui peut être fait en contrebas des panneaux, qui peut être bénéfique pour les végétaux. Voilà, il y a toutes des études de cas qui peuvent se présenter pour des synergies, mais en tout cas, ça existe et ça fonctionne assez bien. Pour info, on y travaille avec Romain, donc on pourra voir, on a déjà des gens qui sont intéressés par ces solutions. Romain, une question complémentaire. Quelle surcharge moyenne peut-on considérer pour une typologie strate végétale basse en kilos par mètre carré? Donc, sur les toitures extensives, classiquement, on part sur des valeurs de démarrage autour des 150 kg par mètre carré. Certains proposent moins. Plus on réduit, plus la qualité de la toiture est sensible. Donc, en général, c'est 150 kg au démarrage. Et après, évidemment, on monte bien au-delà. Mais pour une toiture qualitative, je pense qu'on peut envisager sur les 150-180 kg au mètre carré. Toiture extensive, je précise bien. Ok, une question pour Sophie. Est-ce que tu as des informations sur la proposition d'abaissement du seuil à 500 mètres carrés dans la loi climat résilience, si je ne me trompe pas bien? Non, j'ai entendu parler qu'elle était en examen, mais je ne suis pas article par article, donc je ne suis pas informée.
Moi, j'ai pas plus d'infos. La seule info que j'avais, c'était pour une application en 2024. Donc, si ça, dans la proposition de loi. Donc, ça va arriver rapidement. Une question qu'a répondu Sophie, mais je pense que ça mérite le coup qu'on s'y repenche sur loi énergie-climat, décret tertiaire. On a deux sujets. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Moi, je pourrais compléter si besoin, mais c'est vraiment deux sujets sur lesquels on travaille beaucoup dans le solaire. Oui, merci de montrer cette question. Effectivement, je pense que c'est important. On a parlé aujourd'hui des toitures végétalisées et des toitures solaires et de leurs obligations sur les bâtiments. Mais c'est vrai que sur les bâtiments, il y a beaucoup d'autres obligations. Et aujourd'hui, dans l'objectif de neutralité carbone, c'est effectivement une bonne question de le mettre en relation avec le nouveau décret énergie tertiaire. Et du coup, je proposais un lien vers le site internet de l'ADREAL des Pays de la Loire qui traite de ce sujet plus particulièrement. Mais effectivement, l'objectif de neutralité carbone que la France s'est fixé pour 2050, ce qu'il faut aussi bien retenir, c'est qu'il faut d'abord diminuer les consommations, ça c'est la logique, avant de mettre des panneaux solaires. L'idée, c'est après de faire appel à des solutions les meilleures, les moins émettrices en gaz à effet de serre, mais bien sûr sur les consommations qu'on a bien examinées et qu'on ne peut pas réduire. Voilà, les consommations nécessaires. Et donc, dans la suite, une fois qu'on a bien maîtrisé ces consommations, sachez que le photovoltaïque et le thermique permettent de faire baisser les consommations et de répondre aux engagements de l'éco-énergie tertiaire. Donc, c'est un sujet qu'on travaille aussi en interne. Je pense qu'on a déjà fait un webinaire, mais on en refera d'autres, je pense, parce que ça va être quelque chose sur le long terme. Mais sur le décret éco-énergie tertiaire, oui, c'est une très forte opportunité pour le développement des solutions solaires. Je reprends mes questions. Tac, c'est bon. Alors, c'est une question pour toi, Christophe. Pour la construction de ton nouveau bâtiment, as-tu observé un surcoût significatif sur l'aspect structure par rapport à un bâtiment non adapté? Alors, on n'en est pas au chiffrage aujourd'hui. Tout ce qu'on sait, c'est que forcément, il va y avoir un surcoût. Mais à l'heure actuelle, je suis incapable de donner des chiffres. Voilà. Donc, tout simplement, pour l'instant, on n'est pas au niveau chiffrage. On est au niveau dessin pour l'instant. Okay. Donc, je ne peux pas vous répondre. Moi, j'avais eu quelques éléments que j'ai pas en tête là, donc je vais me replonger dans mes docs et on communiquera là-dessus. Quelles sont les sanctions auxquelles s'expose un maître d'ouvrage en cas de non-respect de l'obligation de couvrir 30% de sa couverture? Sophie, je te laisse y répondre. Les sanctions, normalement, le permis de construire n'est pas accordé si on met % obligatoire. Maintenant, il n'y a pas de sanctions prévues. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de permis de construire sans dispositif végétal ou les panneaux. Clairement, pour moi, la plus grosse sanction, c'est que les PC sont refusés. Et ils le sont, on a des retours. Donc clairement, oui, c'est la plus grosse sanction. Après, il y a un autre niveau, et c'est la question un peu suivante, c'est qui contrôle le respect des 30% et à quel moment du projet. Ça, c'est un autre point. Sachez qu'il y a des autorisations d'exploitation pour certains types de bâtiments. Et du coup, là, il y a les bureaux de contrôle qui valident ou les commissions qui valident que justement le PC est respecté. En fait, en gros, c'est que le bâtiment respecte le PC. Et si dans le PC il y a marqué qu'il faut du solaire, mais s'il n'y a pas le solaire, il peut ne pas y avoir d'autorisation d'exploitation. Donc, pour moi, c'est vraiment une sanction de dire on peut pas le faire. Alors une question que je me posais à moi-même, mais où dans le guide on parle de réfrigération auprès du solaire thermique. En fait, je suis pas un expert technique du solaire thermique, donc on va répondre à cette question-là. Mais il y a des solutions techniques en fait pour
pour faire du froid avec de la chaleur. Mais je ne saurais pas vous en dire beaucoup plus, donc au lieu de dire des bêtises, on vous enverra des informations complémentaires. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vous invite à vous dépêcher de nous les poser. Il nous reste quelques minutes. Alors sinon aussi, moi j'avais une question, je pose des auto-questions à Sophie, mais dans les surfaces qui rentrent en compte, c'est bien l'ensemble du bâtiment et pas uniquement la zone industrie. Par exemple, si dans mon permis de construire, j'ai un bâtiment de 800 mètres carrés de surface industrielle et 300 mètres carrés de surface bureau, je suis soumis à la loi énergie-climat. Ou pas? Oui, c'est ça. Construction nouvelle ou extension de construction. Voilà. Même si c'est dans la partie, même si c'est la partie bureau d'une usine, ça rentre en compte. Alors, ça dépend aussi de l'élément et des cas des permis de construire. Après, c'est bon. Je crois qu'on a. Si on a deux, parce que c'est l'emprise qui compte, donc ouais. Effectivement, si les deux sont physiques, si les deux bâtiments sont physiquement éloignés l'un de l'autre, ça ne s'applique pas. D'accord, mais voilà, si c'est dans le même bâtiment de surface déclarative, ça s'applique. Une question, voilà. Une question pour les constructions de bâtiments. Alors, on a eu la question, tu as répondu, mais je pense qu'à l'oral, ça peut être plus intéressant. Sur l'aspect bâtiment public concerné, on est bien d'accord que la nature du maître d'ouvrage ne rentre pas en compte, hein, c'est la nature du bâtiment. Tout à fait. Voilà, il n'y a pas de distinction publique-privée dans le texte, c'est bien l'usage du bâtiment qui est listé. Et donc, et du coup, pour tout ce qui est centre technique, centre de bus, benne à ordures ménagères, station d'épuration, ça c'est inclus dans les bâtiments industriels? Oui, alors j'ai vu la question, c'est assez large. Donc un entrepôt, oui. Alors après, il faut regarder plus en détail si c'est un centre de bus, sa classification ICPE, mais je pense que oui, ça s'applique. Il faut après regarder plus en détail chaque classement des sites, mais si c'est un simple entrepôt, oui, on l'applique. Et il y a un sujet qui nous a été remonté aussi, je rebondis sur ça, sur dire, quand on se pose la question, est-ce qu'on est obligé ou pas, honnêtement, prenez contact avec les services instructeurs, prenez contact avec les DDTM au plus tôt. Vous pouvez les contacter, ils vont répondre à vos questions. N'hésitez pas à les intégrer au plus tôt aussi dans les interrogations pour éviter des mauvaises surprises. Moi, je suis appelé par des chefs d'entreprise qui ont leur PC refusé en disant je comprends pas pourquoi. Et du coup, c'est vrai que quand ça arrive en fin, quand on pense on a déposé le PC, on est plutôt en fin de projet, on a envie que ça enclenche. C'est dommage, quoi. Donc, n'hésitez pas à appeler, appeler au plus tôt, soit vos services instructeurs, soit les DDTM, soit les filières. Voilà, nous, on est là pour vous accompagner, pour vous informer. Quand je dis, nous, on est une structure d'intérêt général. Nous, on pousse de l'information, donc c'est pas de prestation, c'est pas payant, on vous dit juste la règle, on vous met en relation avec les gens qui peuvent faire. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter. Je pense qu'il il y a plus d'autres questions. Si, il y avait, je voulais rebondir sur des remarques qui ont été faites par Mathilde sur les étancheurs. Sachez que oui, il n'y a pas que les bureaux d'études et développeurs, tout l'ensemble de la filière bâtiment et construction tend vers cet élément qui est le photovoltaïque. Donc n'hésitez pas aussi à en parler avec vos interlocuteurs toiture au sens large, parce que il faut intégrer ce photovoltaïque et vraiment ne pas le voir comme une contrainte, mais une opportunité qui peut aussi alors générer de l'argent si vous n'investissez pas un tout petit peu, si vous investissez plus, mais il ne faut vraiment pas voir ça comme une contrainte, mais comme une opportunité. Je me permets de rebondir sur le fait que la végétalisation est également une opportunité sur les toits à envisager en complément, pourquoi pas, du solaire. Ok. Sur ce, je vous remercie. Je remercie tous les intervenants de leur présentation. Je remercie tous les participants de leur présence. N'hésitez pas
à revenir vers nous. Il y aura un replay disponible, les présentations seront disponibles. Et après, voilà, prenez contact avec nous, prenez contact avec Christophe, et qui sera un plaisir aussi d'échanger, de partager et d'avoir la vision chef d'entreprise. Et je vous souhaite à très bientôt pour de nouvelles aventures dans le développement du solaire dans le Grand Ouest. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.